Comme beaucoup de franchiseurs, vous avez compris l'intérêt de la stratégie de développement par le biais de systèmes tels que la franchise et plus globalement le commerce associé. Simplement, le problème auquel se heurtent beaucoup de franchiseurs, beaucoup de jeunes franchiseurs notamment qui se lancent dans cette aventure, c'est que eh bien, ils ne génèrent pas in fine le volume de franchisés qu'ils espéraient ou à la vitesse à laquelle ils l'envisageaient. Pourtant, générer un nombre de franchisés important, générer un nombre de franchisés substantiel dans les premières années, c'est un élément déterminant pour pouvoir assurer la pérennité du réseau. En fait, les études démontrent qu'entre 70 et 80% des réseaux qui se lancent vont péricliter dans les 3 à 5 années. Et une des constantes de tous ces réseaux qui tombent, c'est qu'ils n'ont pas pu trouver un nombre de franchisés significatif dans les premières années. Mon nom est Armel Lamassi, je suis expert en franchise et j'ai passé les 10 dernières années de ma vie justement sur le sujet. Et justement d'ailleurs cette année nous fêtons donc les 10 ans. Donc je fête mes 10 ans en franchise et pour cette raison-là, je souhaitais partager avec toute la communauté, les experts, les franchiseurs, les jeunes franchiseurs, les plus anciens, tout ce que j'ai appris donc sur ces problématiques de développement en franchise et particulièrement de recrutement de franchisés qui est vraiment le segment spécifique sur lequel j'ai passé beaucoup de temps parce que c'est véritablement l'endroit où se crée la richesse. C'est-à-dire que si vous passez beaucoup de temps à réfléchir sur un concept, à rédiger beaucoup de choses et que, in fine, vous ne trouvez pas de franchisé qui achète votre concept, eh bien tout ce que vous avez fait avant ne sert peut-être pas, n'est pas suffisamment rentabilisé et c'est pas sûr que ça aurait valu le coup. Donc maintenant la véritable problématique c'est comment on trouve donc ces franchisés. En réalité, à partir du moment où vous lancez dans la franchise, il faut être bien conscient d'une chose, c'est que vous êtes en réalité dans le business de la persuasion. C'est-à-dire que votre job, ça va être d'arriver à persuader un nombre suffisamment important d'entrepreneurs de se lancer dans leur projet avec votre concept. Donc, c'est pas des gens ont tendance à mettre derrière le terme développeur, c'est un nombre trop important d'assertions, mais en réalité l'ADN du job c'est de vendre, c'est de commercialiser ces opportunités de franchise et donc de persuader des entrepreneurs de se lancer avec votre concept. Et dans en matière de persuasion, il y a des personnes qui ont dédié toute leur vie à étudier le sujet et à identifier quels sont les vrais leviers qui permettent de faire en sorte que les personnes que vous avez en face de vous arrivent à dire oui. Alors, quand j'ai compris cette réalité-là, il y a 5, 6, 7 ans maintenant, en fait, je me suis mis à étudier justement les études de ces personnes, à voir comment faisaient ceux qui avaient du succès dans cette discipline, et justement quels étaient les leviers qu'ils actionnaient, et comment est-ce que moi je pouvais également les incorporer dans la façon dont je commercialisais les concepts des franchiseurs qui me confiaient le travail. Et dans la matière, si vous cherchez sur Internet, vous allez tomber sur un monsieur qui s'appelle Robert Cialdini. Et monsieur Cialdini, vous allez apprendre que c'est en fait un docteur d'université. Et c'est quelqu'un qui a dédié toute sa vie à la question de la persuasion. Et ce qu'il a fait en fait, c'est qu'il a réussi à ériger les 6 leviers essentiels à toute situation de persuasion. C'est-à-dire que si vous avez besoin que quelqu'un dise oui à ce que vous lui proposez, vous aurez besoin de vous appuyer sur au moins un ou plusieurs de ces 6 leviers. Alors juste pour la petite histoire, sachez que Cialdini a mis au point, il a donc mis au point un institut entièrement dédié au sujet de la persuasion et à son application de façon éthique dans le monde professionnel. Donc je crois que si vous allez sur Internet et vous tapez Influence at Work, vous allez tomber sur ce site Internet, ou même si vous tapez Robert Cialdini, de toute façon, ce site Internet-là est étroitement associé à lui. Donc c'est vraiment la figure reconnue internationalement dans le domaine de la persuasion. Donc maintenant, quels sont donc les 6 leviers de la persuasion qui ont été mis au point par M. Cialdini, le professeur Cialdini et son équipe? Alors, le premier levier, c'est le levier de la réciprocité. C'est-à-dire que, en fait, il s'est aperçu d'une chose simple, et c'est quelque chose, en fait, dont vous allez vous rendre compte dès que je vous citerai un exemple. Dans la vie, lorsque quelqu'un vous donne quelque chose, si vous l'acceptez, vous vous sentez tout de suite redevable vis-à-vis de lui.
Donc ça, c'est le principe de la réciprocité. Et ça, c'est le premier levier qui a été défini par Cialdini comme étant des leviers majeurs de la persuasion. Et ça, vous pouvez tout à fait l'appliquer en franchise et dans le système de conversion, dans votre process de conversion de franchisé. C'est relativement simple. C'est-à-dire que chaque fois que vous avez l'occasion de donner quelque chose à un candidat, eh bien sachez que ce n'est pas perdu. Sachez que, surtout si cette chose ne vous coûtait pas tant que ça, sachez que vous êtes en train de capitaliser sur un levier important de persuasion et que vous allez pouvoir peut-être dans le futur avoir une retombée par rapport à ça. Tenez, il y a un exemple qui me vient à l'esprit. C'est que j'ai un candidat d'ailleurs avec qui on va signer prochainement, qui était en fait dans une très grosse société et dans un programme d'essaimage, donc souhaitait s'intéresser à une des franchises que nous commercialisions au cabinet. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il avait un rendez-vous qui était assez short avec justement la cellule. Vous savez, ces grosses entreprises en général mandatent un cabinet externe pour pouvoir suivre les personnes au sein de l'entreprise qui vont créer une entreprise. Il avait donc rendez-vous avec ce cabinet-là, avec son conseiller dans ce cabinet. Il n'avait pas suffisamment préparé son dossier, etc. Et ce qui s'est passé, c'est que c'était pour une enseigne dans le domaine des terminaux de cuisson. Et il n'avait pas du tout de support pour préparer son rendez-vous. Alors ce que je lui ai préparé, ce que je lui ai proposé, je lui ai dit, vous savez, l'APCE, qui est l'agence pour la création d'entreprises, prépare des fiches techniques qui sont plutôt bien faites, assez synthétiques, entre 20 et 30 pages sur différents sujets, 100 ou 150 activités pour aider les gens à entreprendre, justement, à être au fait de ce qui se passe dans un domaine donné. Donc ce que j'ai fait, c'est que je lui ai demandé à ce candidat d'acheter une fiche sur le site de l'APCE, ça coûte une dizaine ou une quinzaine d'euros, je ne sais plus. Et de cette façon, et donc de les lire en diagonale, et il aurait de cette façon la possibilité de préparer rapidement son rendez-vous. Eh bien, c'est ce qui, il m'a dit, alors il m'a rappelé 5 minutes, il m'a renvoyé un mail, c'était par mail, et il m'a dit, écoutez, je suis au bureau et ces sites-là sont bloqués, c'est inaccessible chez nous. Bah, ce que j'ai fait, c'est que j'ai demandé à une de mes assistantes de commander la fiche en question et de la lui envoyer par mail. Donc, ce qui a été fait, et il a été extrêmement touché par ce geste-là. Et ensuite, pour plein de raisons, il n'a plus donné signe de vie et il est revenu vers moi plusieurs mois après en me disant, écoutez, ça y est, c'est fait, je vais partir maintenant et je souhaiterais faire avec vous. Eh bien, je ne saurais jamais exactement pour quelle raison combien d'enseignes il avait sollicité, pour quelle raison il est revenu vers moi, mais je suis à peu près sûr que le fait de l'avoir dépatouillé de cette situation avait été d'un vrai secours pour lui, et que ça a créé une forme de réciprocité qui a fait que le jour où il était prêt, il est pensé en priorité à moi. Alors par rapport à ça, maintenant la question c'est comment est-ce que vous pouvez exploiter ce levier avec vos candidats franchisés? Eh bien donnez, parce que toute info que vous donnez, et vous en connaissez beaucoup, c'est-à-dire que le vrai problème c'est que très souvent vous n'êtes pas conscient que tout ce que vous savez sur votre marché, sur votre concept, et même sur la création d'entreprise en général, parce que le problème des candidats franchisés, c'est que très souvent, ils ne savent rien de la création d'entreprise. Quel statut choisir, quelles vont être les étapes, etc., etc. Ils savent rien. Comment trouver un local, toutes ces choses-là, ils ne les savent pas. Donc, toutes les infos que vous avez sur votre candidat, toutes les infos que vous avez sur votre concept, sur votre marché, ou même sur la création d'entreprise, sur tous les sujets périphériques, donnez-les à vos candidats, et ils vous en seront redevables. En tout cas, c'est le premier conseil de Cialdini et je vous encourage à capitaliser dessus pour pouvoir persuader un maximum de candidats franchisés de rejoindre votre enseigne. Maintenant, ce que je voudrais voir avec vous, c'est le deuxième levier qui a été mis au point par M. Cialdini, donc pour vous aider, pour permettre de façon générale, vous aider à persuader n'importe qui de dire oui à la proposition que vous lui faites. Et dans notre cas, donc, à persuader vos candidats franchisés à accéder, à saisir l'opportunité de franchise que vous leur proposez. Et donc, le deuxième levier qui a été donc mis au point identifié par Cialdini comme étant un levier de persuasion, c'est l'engagement. Et plus précisément, la consistance des engagements. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ce que ça veut dire, c'est que lorsque vous avez quelqu'un lorsque vous voulez demander ça à quelqu'un,
eh bien commencez par lui demander ça. Et puis ensuite demandez lui ça, puis ensuite demandez lui ça, et puis ensuite si vous lui demandez, quand vous allez lui demander ça, eh bien il sera plus enclin à vous dire oui qu'à vous dire non. Ou en tout cas il sera plus enclin à vous dire oui si vous y êtes allé crescendo, qu'à vous dire oui si vous lui aviez demandé, si vous lui avez fait la grosse demande d'un coup. En fait, Cialdini, pour le mettre au point, et d'ailleurs, ça c'est valable vraiment pour tous les leviers de persuasion qu'il a mis au point, c'est des expériences scientifiques. C'est pas des gens qui se sont, c'est pas des, on pense que, je crois que, etc. Non, c'est à l'église qu'on croit. Là, c'est un docteur d'université, c'est des expériences scientifiques. C'est-à-dire que ce qu'ils ont fait, une des études qu'ils ont faites, ils ont fait beaucoup d'études pour plein de choses, et pour chacun des leviers, mais sur cet élément en particulier, il y a une des études qui me revient en tête, que j'ai lu dans un de ces bouquins, c'est qu'ils ont demandé, ils devaient demander à des gens, eh bien, de mettre une affiche qui faisait 4 mètres sur 2 devant leur maison. Voilà, une affiche qui faisait la publicité de je sais pas quoi, enfin de 4 mètres sur 2 devant leur maison. Donc vraiment la demande imbuvable, inacceptable, quoi. Et ce dont ils se sont rendus compte, c'est que quand ils le demandaient de but en blanc, eh bien ils avaient un taux de réponse très faible. Je crois qu'il n'y avait que 4% des gens qui acceptaient d'avoir ça devant leur maison. Pour ainsi dire, le type de personne qui dit oui à tout, quoi. Et dans l'autre sens, ils y sont allés crescendo. Ils ont commencé par demander de mettre une plaque, une petite plaque qui devait faire 30 cm, 30 sur 40. Puis ensuite, ils ont demandé de mettre un panneau qui faisait 1 mètre sur 2. Et puis ensuite, ils ont demandé un peu plus grand et finalement, ils sont arrivés aux 4 mètres. Et bien, quand ils ont procédé de cette manière, ils se sont aperçus que globalement, ils arrivaient à afficher un panneau de 4 mètres sur 2 devant la maison de 25 ou 35% des gens qu'ils avaient contactés. Donc ce qui est absolument spectaculaire. Ce qui est absolument spectaculaire. Alors maintenant, comment est-ce que vous pouvez utiliser ça dans le domaine de la franchise? Simplement, ce qu'il faut comprendre, c'est que votre candidat, entre le moment où il demande de l'info et le moment où il va prendre la décision finale, il faut imaginer ça comme étant un chemin. Et il faut bien prendre conscience que c'est une décision majeure pour lui. C'est-à-dire le jour où il signe en bas à droite, ça veut dire qu'il vous paye plusieurs milliers d'euros de droits d'entrée. Ça veut dire qu'il s'engage avec vous pendant 3, 5, 7, 10, 15, 25 ans, des fois, en fonction de la durée de votre contrat. Et ça veut dire que sur cette durée, il va s'engager à vous verser 1, 3, 5, 7% de redevance. En général, globalement, un franchisé va vous rapporter 100 000 euros sur toute la durée du contrat en moyenne, hein, plus ou moins en fonction des concepts. Et c'est donc une décision majeure. Donc, si vous lui demandez, je vois trop de franchiseurs perdre beaucoup trop de contrats parce qu'ils ont un processus de recrutement qui n'est pas du tout adapté. Et donc, la recommandation ici, c'est de dire surtout, revoyez votre process de recrutement, quelles sont les différentes étapes par lesquelles vous lui faites passer, et surtout, n'hésitez pas à mettre en place des étapes intermédiaires si aujourd'hui, vous avez l'impression que vous en perdez trop en cours de route. C'est-à-dire qu'il faut vraiment que la décision, ce soit quelque chose qui se passe crescendo, et au fil des étapes, ce qui va se passer, et en réalité un phénomène dont vous n'êtes pas conscient, c'est que votre candidat va s'auto-persuader, va s'auto-vendre votre opportunité. C'est-à-dire que puisqu'il a dit par exemple oui pour demander la brochure, oui, il va dire oui pour un entretien téléphonique, puis il va dire oui pour l'étape d'après, puis il va dire oui pour un rendez-vous, puis il va dire oui. C'est-à-dire qu'il faut pas hésiter à saucissonner les choses de cette façon, de façon à avoir vraiment un programme, des étapes de recrutement, un processus de recrutement qui est un nombre important d'étapes intermédiaires. Parce que tout ça, ça sert à renforcer la décision initiale du candidat qui était de demander de la documentation pour votre concept. Et si vous êtes trop brutal, à un moment il va vous dire stop. Et ça, si vous regardez attentivement, ça marche de cette manière pour tout dans la vie. Pour tout dans la vie, ça marche de cette manière. Je ne sais pas si vous êtes... Je vais prendre un exemple qui est un petit peu, un petit peu provocateur. Je ne sais pas si vous êtes plutôt une personne de sexe masculin ou féminin, mais moi je suis un bonhomme, et quand on était jeune, et ben, si vous rencontrez une jeune femme dans la rue et que tout de suite vous lui proposez d'aller boire un café ou d'aller prendre un whisky chez vous, à mon avis, il y a quelques chances de se prendre une baffe. Par contre, si vous commencez par demander leur, puis ensuite vous demandez
votre chemin, puis ensuite, comme par hasard, votre chemin est sur celui de la jeune demoiselle ou de la dame, et que de la demoiselle plutôt, c'est mieux, et que bah, vous choisissez vous lui dites, bah écoutez, comme par hasard, bah, vous allez faire 100 mètres avec elle, puis finalement vous réussissez à trouver un sujet en commun, puis peut-être qu'elle prenne un café, puis peut-être prendre le même taxi, etc. Peut-être que vous allez arriver à vos fins. Eh bien, comment est-ce que vous arrivez à ça? Simplement en capitalisant sur ce facteur qu'est l'engagement, la consistance, des engagements que peuvent avoir les gens sur les décisions qu'ils prennent. Alors, troisième levier de persuasion, c'est ce que Cialdini appelle la preuve sociale. C'est quoi la preuve sociale? La preuve sociale, c'est simplement la réalité suivant laquelle, s'il y a d'autres personnes qui disent que une chose est bonne, eh bien, spontanément, les gens qui arrivent et qui vont voir cette situation déduiront, sans rien savoir du sujet, que la chose en question est bonne. Et ça, c'est un raccourci intellectuel que l'esprit humain prend pour prendre rapidement des décisions. Et c'est aussi la raison pour laquelle souvent, lorsqu'un restaurant ouvre, eh bien, il invite ses amis pour qu'il y ait du monde. C'est la raison pour laquelle certaines enseignes payent parfois des gens pour qu'il y ait du monde devant des vitrines. Pourquoi? Parce que le monde appelle le monde. Et il en est de même lorsque vous devez persuader un candidat franchisé de rejoindre votre enseigne. Tous les éléments de preuve sociale qui peuvent exister sont des vecteurs positifs pour persuader le candidat de vous rejoindre. C'est-à-dire que si par exemple vous avez déjà quelques franchisés, ces franchisés ont forcément été satisfaits au moins de quelques moments qu'ils ont passés avec vous, au moins de certains avantages, de certaines choses que vous leur avez apportées. Eh bien, il faut arriver à communiquer avec ces éléments-là. Et là-dessus, ça va avoir un effet que vous ne pouvez pas imaginer sur vos candidats franchisés, qu'ils puissent voir ces informations, qu'ils puissent voir ces espèces de témoignages. Ça va être du meilleur effet pour vos efforts de persuasion. Et si vous êtes tout juste en train de démarrer et que vous n'avez pas encore de franchisés, etc., vous avez forcément des salariés, vous avez des partenaires, vous avez d'un expert comptable, vous avez des fournisseurs, vous avez des prestataires. Tout ce que quelqu'un d'autre que vous peut dire de bon sur votre société, eh bien, ça s'appelle de la preuve sociale. Et si vous pouvez capitaliser dessus pour pouvoir aider, pour pouvoir faire la promotion de votre offre de franchise, vous avez là en main un outil extrêmement puissant en termes de persuasion. Et malheureusement, beaucoup de franchiseurs, trop de franchiseurs ne capitalisent pas dessus, que ce soit dans leur documentation de vente de la franchise, que ce soit sur leur vitrine de présentation de leur offre de franchise. Quel que soit le support qu'ils utilisent, on a l'impression à chaque fois qu'on a affaire à des boîtes qui existent depuis avant-hier, alors que c'est toujours des entreprises qui ont 3, 5, 10 ans d'expérience, 15, 20 ans d'expérience, et donc qui ont un réseau reconnu, un réseau qui reconnaît leur performance, qui reconnaît l'intégrité morale des dirigeants, mais ça on ne le sait, on ne le voit nulle part. Et c'est bien dommage parce que même si pour vous tout ça c'est naturel, pour celui qui vous aborde, pour le candidat franchisé qui prend contact avec vous, ça c'est de l'info d'une importance capitale pour lui permettre pour le rassurer sur le fait qu'il n'est pas en train de faire fausse route, qu'il n'est pas en train de travailler avec des personnes qui sont peu recommandables. Donc voilà pour le troisième levier de persuasion qui a été mis au point, qui a été donc érigé, étudié et donc identifié par monsieur Robert Cialdini et son équipe. À présent, ce que je vous propose, c'est de passer au quatrième levier de persuasion. Alors, le quatrième levier de persuasion qui a été mis au point par Robert Cialdini, c'est l'autorité. C'est-à-dire que ce qu'il a identifié, c'est que lorsqu'on demande à quelqu'un de faire quelque chose, de donner quelque chose, bref, lorsqu'on demande à quelqu'un de dire oui à quelque chose, la réponse de cette personne est fortement influencée par le statut de la personne de celle qui en fait la demande. C'est-à-dire que le statut du demandeur est extrêmement important dans la réponse du répondant.
Et ça, c'est un élément que vous pouvez également utiliser de façon extrêmement intelligente dans vos efforts de recrutement de franchisés et dans le processus de persuasion dans lequel vous êtes lorsque vous commercialisez une enseigne de franchise. Alors, comment est-ce que vous l'utilisez de façon extrêmement concrète? C'est relativement simple. En fait, lorsque vous développez en franchise, vous avez certainement eu affaire, par exemple, à un avocat. Dans certains cas, vous avez également été accompagné par un cabinet, un spécialiste de l'organisation. Dans d'autres cas, ou même si vous n'avez pas eu affaire à tout ça, vous avez au moins un expert comptable. Eh bien, toutes ces personnes, vous savez, c'est des statuts. Et en plus, en France, on est très corporatiste. C'est-à-dire que dès que vous avez un titre, les gens, on a par exemple tendance à oublier qu'il y a des bons experts comptables et des mauvais, des bons avocats et des mauvais. À partir du moment où on dit c'est l'avocat qui a dit, c'est presque comme si on avait dit c'est le médecin qui a dit. On ne demande pas pourquoi, on ne demande pas comment, on ne pose pas de questions, on obéit. Donc, comment vous capitalisez là-dessus lorsque vous devez commercialiser votre offre de franchise? Eh bien, lorsque vous communiquez des premières choses, n'hésitez pas à récupérer des témoignages de la part de ces personnes extérieures à votre entreprise et qui ont un statut reconnu par toute la communauté professionnelle. C'est-à-dire des gens qui sont, par exemple, des experts, des consultants, des avocats, des experts comptables. Tous ces gens-là, c'est des gens qui ont une compétence connue et reconnue dans toute la sphère professionnelle et vous avez tort de ne pas capitaliser sur ce statut qu'ils ont et que vous avez indirectement payé en achetant leurs services pour pouvoir, n'hésitez pas donc à capitaliser dessus pour pouvoir faciliter la persuasion, la conversion de vos candidats, dans la persuasion de vos candidats ou des personnes qui postulent pour votre enseigne. Donc ça c'est le premier levier, récupérer des témoignages de ces gens et communiquez-le dans tous vos supports de communication, dans toutes vos vitrines de présentation de votre offre de franchise. Donc ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que maintenant en allant dans le détail, quand vous êtes un peu plus en aval de votre processus de persuasion, n'hésitez pas à vous appuyer sur eux. C'est-à-dire que quand vous arrivez à la partie financière, n'hésitez pas à faire des validations, à faire apparaître des validations des informations financières que vous échangez par votre expert comptable ou par votre expert comptable ou par le cabinet de comptabilité qui s'occupe de votre entreprise. Lorsque vous arrivez sur des sujets juridiques, eh bien c'est pareil. Bref, en capitalisant sur ces éléments-là, vous donnez un poids très important aux arguments de vente dont vous faites allégation, aux allégations que vous faites et aux affirmations que vous faites. Et ce qui se passe, c'est que très souvent, le candidat franchisé, par expérience, il ne va pas ouvertement remettre en question les informations que vous lui présentez. C'est-à-dire que la très grande majorité des candidats sont, entre guillemets, politiquement corrects et ils ne vont pas dire, oui, mais qu'est-ce qui me dit que ça c'est juste, qu'est-ce qui me dit que tel autre truc, que telle information est juste, qu'elle est pertinente, etc. Ils ne vous diront pas ça. Mais intérieurement, ça n'enlève pas le fait que le doute perdure dans leur esprit. Et si le doute perdure dans leur esprit, eh bien au moment de prendre leur décision, ils vont s'orienter vers celui avec qui ils ont le moins de doute. Et en général, ce sera en votre défaveur. Donc vous avez tort de ne pas présenter ces espèces de caution morale de façon proactive. Parce que ces espèces de caution morale, eh bien ça joue en votre faveur parce que c'est des positions d'autorité dans les affirmations, dans les arguments commerciaux que vous pouvez émettre et que vous pouvez adresser à vos candidats franchisés. Donc ça va être c'est un des leviers qui est là, disponible pour vous, gratuit, parce que vous l'avez déjà payé, vous avez déjà payé votre expert comptable, vous avez déjà payé votre avocat, vous avez déjà payé vos consultants. Et d'ailleurs, si vous n'avez, si pour certaines informations vous n'avez pas des sources, vous pouvez aller chercher dans les articles et ne pas hésiter à citer des consultants. Ça donne également des arguments de poids à vos outils. Par exemple, si vous avez travaillé pour mettre en place un manuel opératoire, pourquoi vous ne sortez pas un article dans la presse franchise qui est rédigé par un expert, un consultant qui est reconnu dans le domaine, et vous dites voilà, tel consultant dit que pour qu'un réseau réussisse, il faut un manuel opératoire, il faut un manuel du savoir-faire. Eh bien nous on a un manuel du savoir-faire qui est rédigé suivant
suivant les règles de l'art, etc., etc. Pourquoi vous ne faites pas ça? Donc tout ça, c'est disponible pour vous. Vous pouvez actionner ces leviers pour persuader un maximum de candidats franchisés, de candidats en franchisé, de devenir franchisés de votre enseigne. Maintenant, ce que je vous propose, c'est de passer au cinquième levier. C'est quoi le cinquième levier de persuasion qui a été donc mis au point par M. Cialdini? Eh bien, c'est la rareté. La rareté, c'est le cinquième levier de persuasion et c'est quelque chose qui est universel. Alors, à la rigueur, enfin, vous n'avez pas, dès que je parle de rareté, je pense que vous tout de suite vous êtes d'accord avec moi. C'est-à-dire que plus c'est rare, plus les gens le veulent. Et là-dessus, vous l'avez vu partout. C'est-à-dire que si je me mettais à prendre des exemples, on serait encore ici demain. Donc, voilà, des voitures les plus rares sont les plus chères, voilà, tout ce qui est rare est forcément plus précieux. Même l'or, pourquoi tout se joue par rapport à la rareté. Moins il y a de l'or sur les marchés, plus la valeur monte. Enfin, voilà, donc laissons ces exemples-là. Maintenant, passons directement à l'application dans le monde de la franchise. Comment est-ce que vous pouvez capitaliser sur la rareté pour persuader un maximum de candidats de rejoindre votre réseau? En fait, avant de rentrer dans le détail, avant de rentrer vraiment sur un exemple précis, je souhaite soumettre un point à votre attention. C'est que à partir du moment où vous décidez de vous lancer en franchise, en réalité, le véritable obstacle contre lequel vous allez vous battre, c'est certes vos concurrents, parce que si vous n'achalandez pas bien vos vitrines de présentation de vos offres, etc., ils vont vous piquer vos candidats. Ça, ils vont pas se faire prier pour ça. Mais par contre, à la rigueur, ça c'est une menace, mais une menace mineure. La plus grosse menace à laquelle vous allez vous heurter, c'est la non-décision de vos candidats franchisés. C'est-à-dire que les candidats franchisés, les positions d'immobilisme sont les motifs de non-signature les plus fréquents. Les candidats qui vous disent oui, je vais réfléchir, oui, ceci, oui, cela. Alors ces éléments-là, c'est véritablement les situations pour lesquelles la très grande majorité des contrats de franchise sont perdus. Et là-dessus, et sur ce point-là, eh bien la rareté, c'est le levier pour pouvoir convertir un maximum de candidats en franchise de votre réseau. Alors comment est-ce que vous vous y prenez? Très simple. Première chose, si vous êtes un concept qui a un nombre d'ouvertures potentielles limité, et ça, je pense que c'est le cas pour tous les concepts de la Terre. Si ce n'est pas le cas, faites-moi un mail, laissez-moi un commentaire quelque part sur le site internet et je vous expliquerai étape par étape comment est-ce que vous pouvez capitaliser sur le fait que vous avez un nombre d'ouvertures limité. C'est-à-dire même quand vous êtes un concept où on peut en ouvrir un tous les 300 mètres, vous pouvez jouer sur la rareté. Alors, si vous êtes un concept, je fais l'hypothèse que vous avez compris et que vous maîtrisez ce concept. Si ce n'est pas le cas, une fois de plus, laissez le commentaire, je vous répondrai. Mais si à partir du moment où vous êtes conscient que vous avez un nombre d'ouvertures limité, sachez une chose, même si pour vous, la rareté, entre guillemets, ça ne veut rien vous dire, c'est parce que oui, le potentiel est limité, oui, mais bon, de toute façon, il n'y a pas grand monde qui vous a, les gens ne se bousculent pas aux portes. Sachez que pour le candidat qui s'intéresse à votre enseigne, eh bien, la rareté est un élément fondamental. C'est-à-dire que si le candidat commence à se poser des questions sur est-ce que le secteur auquel je m'intéresse est disponible, c'est que c'est véritable, enfin c'est une vraie question pour lui, parce que si ce secteur ne devenait plus disponible, alors c'est un vrai drame. C'est un vrai drame pour lui parce qu'il ne va pas déménager juste pour monter sa boîte parce qu'il a d'autres contraintes familiales. Et pour cette raison-là, en fait, ça va lui donner l'énergie nécessaire pour dépasser la barrière de l'immobilisme et qui est en général la peur. C'est simplement la peur qui fait que les gens n'avancent pas. Et derrière cette peur, il y a souvent l'inconnu. Le fait qu'ils ne sachent pas ce qui va se passer, le fait qu'ils n'aient pas suffisamment d'informations sur ce qui va se passer après. Donc, comment actionner le levier de la rareté? Assurez-vous qu'il a premièrement toutes les infos de façon vraiment abondante sur comment ça va se passer après. Et puis ensuite, n'hésitez pas à expliquer au candidat que le secteur ne sera pas disponible de façon indéfinie. Alors il y a une technique au niveau de l'argumentation, enfin on n'a pas assez de temps dans le cadre de cette vidéo, mais ce qu'il faut savoir c'est que vous avez une technique d'argumentation qui vous permet,
lorsque vous avez bien structuré votre approche avec votre candidat, d'actionner la rareté et de faire comprendre de façon crédible, c'est ce qui est surtout très important, crédible au candidat que son secteur n'est pas indéfiniment, ne sera pas indéfiniment disponible pour lui. C'est-à-dire que là, quand vous avez dans un premier temps expliqué au candidat que voilà, vous n'étudiez pas d'autres demandes sur la zone et qu'il faut avancer, oui, bah, sinon bah, moi j'ai d'autres demandes quoi. Et si vous communiquez de façon dynamique et que vous avez correctement achalandé les vitrines de présentation de votre enseigne, vous aurez de la demande sur ces secteurs-là. Alors après, il peut y avoir des petites nuances, c'est-à-dire que ça peut ne pas être un secteur, mais ça peut être le premier. Or, être le premier, ça veut dire prendre les meilleures opportunités. Donc, vous avez toujours moyen de capitaliser sur la rareté pour pouvoir faire avancer le candidat et donc persuader un maximum de candidats de rejoindre votre enseigne. Si vous êtes un secteur dans lequel on ne parle pas en termes de zone économique, vous pouvez parler en termes de potentiel de client. C'est-à-dire que le potentiel de client, eh bien, voilà, il ne va pas être réservé pour ce candidat-là en particulier tout le temps. Donc, vous avez toujours un levier pour pouvoir capitaliser sur la rareté et surtout, il ne faut pas vous passer de cette opportunité qui est à votre disposition. Maintenant, ce que je vous propose, c'est de traiter donc du sixième levier de persuasion qui a été donc mis au point par M. Siadidi, qui est en fait le levier de l'amabilité. Donc on a vu les 6 premiers, donc la réciprocité, l'engagement, la preuve sociale, l'autorité, la rareté, et là maintenant, donc le sixième et le dernier levier, c'est l'amabilité. C'est-à-dire que on a tendance à réagir de façon plus positive quand on est avec des gens qu'on aime bien. Et ça, c'est quelque chose qui est, enfin ça tombe presque sous le sens, mais enfin, il fallait pouvoir l'ériger, le démontrer. M. Siadini et son équipe ont fait toutes les études qu'il fallait pour pouvoir le démontrer. Donc aujourd'hui, c'est avéré et c'est un des leviers sur lequel vous devez capitaliser si vous voulez véritablement convertir un maximum de candidats en franchisés de votre réseau. Maintenant, la vraie question, c'est comment est-ce que j'utilise ce levier-là? Eh bien, c'est extrêmement simple. La partie où ce levier est la plus importante, c'est en amont du processus. Quand le candidat est encore en amont du processus. Et ça, je vais revenir là-dessus d'ici quelques minutes. Ce que je souhaite ce sur quoi je souhaite attirer votre attention maintenant, c'est surtout tout au long de la relation. C'est-à-dire que tout au long de la relation, n'hésitez pas à être comment dire, proche de votre candidat. N'hésitez pas à lui montrer que vous êtes disponible, que vous le comprenez, que vous êtes voilà, que vous faites tout ce qu'il faut pour lui rendre la vie facile. Il n'arrive pas à télécharger un document, proposez-lui de le lui envoyer par un autre biais. Il n'arrive pas, il veut venir chez vous, montrez-lui que vous vous êtes mis en 4 pour qu'il ait bien toutes les informations, l'heure, l'adresse, etc., etc. Vraiment, toutes ces petites attentions vont construire une forte amabilité vis-à-vis de vous, et il lui sera plus difficile de vous dire non lorsque vous allez demander les choses. Et ce que je veux vous faire observer, c'est que dans ces cas-là, vous allez vous apercevoir très souvent que eh bien, c'est des petits sacrifices que vous faites pour vous rendre aimable, mais en retour, vous pouvez exiger, enfin vous pouvez demander, ou en tout cas vous allez obtenir des oui sur des sujets qui présentent beaucoup plus d'enjeux. C'est-à-dire que j'ai pris un exemple, d'ailleurs ça se recoupe un petit peu avec la réciprocité. Je ne sais pas si vous vous souvenez, j'ai pris un exemple d'un candidat pour qui j'ai acheté à sa place une étude qui avait une étude de marché pour qu'il puisse se préparer pour rencontrer le responsable, enfin la personne, le consultant qui s'occupait de lui dans le cabinet d'accompagnement, d'accompagnement à l'essaimage, puisqu'il était dans un programme d'essaimage pour son entreprise. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté une étude de marché pour lui. L'étude de marché en question coûtait 10 euros. Vraiment, ça ne m'a pas ruiné. À mon avis, c'est pas des sommes qui ruinent ou qui enrichissent. Et derrière, après, il est revenu me voir X mois après, juste parce que enfin, je ne sais pas si c'était vraiment pour ça, mais je pense que c'était un élément qui avait fortement joué. Donc, se rendre aimable, c'est un élément extrêmement important. Et tout à l'heure, je vous disais que c'est quelque chose qui joue beaucoup lorsqu'on est en amont de la démarche.
Et je pense que c'est vraiment là où se fait la bagarre, c'est-à-dire quand le candidat demande l'information sur votre concept. Là, s'il a l'impression que vous êtes quelqu'un d'aimable, s'il a l'impression qu'il crée une connexion avec vous, vous allez pouvoir probablement le marquer de façon plus forte, il se souviendra plus facilement de vous et il réagira plus positivement vis-à-vis de votre offre de franchise que par rapport à tous ceux avec qui il n'y a rien qui s'est passé, avec qui il n'a pas pu nouer un contact, où il n'a pas pu se faire une opinion sur l'amabilité de ces personnes. Et à ce sujet, l'élément, le vecteur d'amabilité le plus puissant qui existe aujourd'hui et qui vous permet d'industrialiser, entre guillemets, votre capacité à être aimable vis-à-vis de vos candidats franchisés, eh bien c'est la vidéo. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le coût de production de la vidéo est tombé à presque zéro. C'est-à-dire que la vidéo que je suis en train de vous faire, je la fais avec des moyens très modestes. Il n'y a pas une équipe de 40 personnes qui est là pour pouponner tout le monde, etc. Et voilà, j'ai eu envie de partager ça, de partager ceci avec vous. J'ai investi dans un petit peu de matériel parce que j'ai l'habitude d'en faire, mais vous pouvez même le faire. Même si vous avez un iPhone, les iPhones prennent des vidéos d'une qualité redoutable. Donc c'est largement suffisant pour pouvoir le faire. Vous avez un iPhone, un tripod, vous avez déjà ce qu'il faut pour pouvoir faire de la vidéo et communiquer de l'émotion, transmettre de l'amabilité à vos candidats franchisés et vous allez voir les retombées que vous allez pouvoir en tirer. Maintenant, ce que je souhaite partager avec vous rapidement, maintenant qu'on a vu donc les leviers de persuasion qui ont été mis en œuvre par Cialdini, c'est que je souhaite vous montrer comment vous les utilisez tout au long d'un processus de commercialisation de votre franchise. Je vais partager tout ce que je sais sur cette partie-là avec vous sur la prochaine vidéo et d'ici là, je vous souhaite très bon succès dans vos projets. Merci.